Voilà, bonjour. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Calvin Suarez. Bonjour Calvin, comment allez-vous? Bon, bonjour, je vais très bien. Merci de m'avoir invité Mais je sur vous une en chaîne prie, mais en tout diversité. cas, merci d'avoir accepté l'invitation de diversité.be. Alors, je vais peut-être vous présenter très brièvement avant de vous donner la parole et d'entrer dans notre débat d'aujourd'hui. Donc, vous êtes né au Togo. Vous êtes arrivé en Belgique en 2004. Vous avez commencé des études dans votre pays d'origine avant de poursuivre en Belgique un cursus universitaire. Vous avez été conseiller juridique et chargé d'éducation permanente pour le MRAX. Et vous avez cofondé en 2012 le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Est-ce que c'est bien l'intitulé exact? C'est exact. Voilà. Et aujourd'hui, Calvin, eh bien, vous êtes parlementaire. Vous êtes donc parlementaire au Parlement francophone bruxellois. Et aujourd'hui, nous vous avons invité parce que nous avions envie d'évoquer avec vous un de vos combats, qui est le combat contre le racisme, contre les discriminations, contre les préjugés raciaux. Alors, avant de peut-être vraiment entrer dans le vif du sujet, vous avez beaucoup travaillé, notamment lorsque vous étiez donc dans le collectif Mémoire coloniale, vous avez beaucoup travaillé sur la thématique du racisme et des mémoires et de la mémoire coloniale. Vous avez beaucoup interrogé aussi la place de la citoyenneté des jeunes issus de la deuxième, troisième génération, donc des descendants des peuples colonisés. Et ce qui est intéressant aussi dans votre discours, c'est que vous mettez en parallèle le sentiment de domination, donc les dominés et les dominants, et votre discours est un peu celui de ces jeunes qui seraient, malgré tout, hein, malgré les générations passées, malgré que cela fasse partie de leur histoire, toujours dans ce sentiment, dans l'esprit collectif, que nous sommes toujours dans une position de dominé ou de dominant. Euh, alors, ma première question vous concernant aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez toujours que c'est le cas en 2021? Comment percevez-vous aujourd'hui le combat antiraciste? Est-ce qu'il est dans une sorte de progression, dans une stagnation, dans une régression? Comment vous le percevez aujourd'hui à la lumière de l'actualité notamment? Tout d'abord, ce sentiment de dominant-dominé, il est encore très présent, hein. Je pense que même si je suis parlementaire, je suis très, très ancré sur le terrain, notamment dans la jeunesse et dans les quartiers, mais aussi dans toute une série de milieux issus des jeunesses qui sont beaucoup plus engagés. Je vais dire pas plus engagés que leurs devanciers, mais plutôt dans le sens où ils ne veulent plus faire de compromis en Mhm. réalité. Et donc, en fait, ce sentiment dominant-dominé, il a été théorisé et nous l'avions un peu mis en lumière il y a plusieurs années. Et il a été théorisé par une institution qui est une institution étatique, c'est-à-dire une IA, qui depuis plusieurs années a mis le doigt sur ce sentiment qui est celui de la désaffiliation citoyenne. Mhm. C'est-à-dire que les discriminations, les questions identitaires, parce que ça, c'est absolument essentiel. Et je pense que beaucoup de gens de dirigeants ne le comprennent pas, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un projet sociétal commun. Ce sentiment, il s'effrite de plus en plus dans la jeunesse, dans la mesure où si les parents et les grands-parents avaient une certaine patience, entre guillemets, c'est-à-dire cette volonté de s'inscrire malgré toutes les difficultés qu'ils connaissaient dans une espèce de compromis, pas de compromission, mais plutôt de compromis social. Dans cette jeunesse, aujourd'hui, il y a le sentiment que ben, on ne va plus accepter ce que les grands-parents et les parents ont accepté. Et donc, ça a donné beaucoup de mouvements. On s'est focalisé sur le mouvement Black Lives Matter ces Mhm. derniers temps, mais en réalité, euh, lorsque j'étais coordinateur du collectif, je disais en forme de boutade, le jour où il y aura 3000 Noirs dans la rue, la question de la décolonisation sera réglée. Et cela fait plus de 10 ans, 15 ans que l'on traite cette question. Et il a fallu effectivement 15 000 personnes dans la rue, de toutes les couleurs, de toutes les origines d'ailleurs, pour que
par un tweet, le président du Parlement de l'époque, Patrick Doal, dise mettons en place une commission qui est réclamée depuis très longtemps, notamment par les écologistes, par les associations d'abord. Et donc, je pense que oui, il y a ce sentiment de domination qui est encore fort présent, ce sentiment qui est justifié par les discriminations, parce qu'on parle beaucoup, et moi, écologiste, j'y suis sensible, sur le fait que les générations qui viennent vont vivre moins bien, que Mhm. ce soit au niveau social, que ce soit au niveau climatique, moins bien que leurs parents ou leurs grands-parents. Et bien, ce sentiment, il existe aussi au niveau des discriminations. Et donc, les jeunes ont l'impression que les années passent et que les choses ne changent pas, que la société évolue au niveau technologique, par exemple, et que pour les violences policières, on n'est pas en capacité de pouvoir régler ces problèmes alors qu'on a un niveau de développement élevé et que ces injustices s'ancrent aussi à travers les problèmes d'identité. Donc, oui, la désaffiliation citoyenne, il est très présent. Le nombre de jeunes qui disent, moi, j'ai la carte d'identité belge, mais par rapport à ce que je subis, par rapport au fait que mon histoire n'est pas reconnue, Mhm. je ne me sens pas belge, en fait. Je me sens Euh, belge de papier. Et ça, c'est Exactement, quelque mais chose qui est très dangereux. oui, justement, je pense que est-ce que vous avez l'impression aussi, donc, si on doit mettre des pratiques pour que tout cela puisse avancer de manière beaucoup plus concrète, est-ce que l'école n'a pas un rôle majeur, primordial, justement, dans notamment l'enseignement et l'enseignement de l'histoire coloniale? Est-ce que vous pensez que dans les écoles aujourd'hui, par exemple, où il y a une vraie multiculturalité, notamment à Bruxelles, mais aussi dans de grandes villes en Belgique, est-ce que ce n'est pas absolument nécessaire de revenir à une éducation de l'histoire coloniale telle qu'elle a été réellement vécue? Est-ce que c'est pas aussi une valorisation qui pourrait permettre aux enfants issus de cette diversité de pouvoir beaucoup mieux vivre leurs origines et leur appartenance? Ben, l'école a un rôle fondamental à jouer. Je suis enseignant à la base et je suis en congé politique, même si je suis parlementaire. Mais il ne faut pas tout mettre sur l'école. L'école est le premier agent de socialisation. C'est l'endroit où les enfants passent le plus de temps. Et donc, il y a toute une série de mécanismes qui sont véhiculés par l'école qui font ce que j'appelle de la reproduction sociale. Et cette reproduction se marque aussi à travers les stéréotypes, les préjugés qui sont issus de cette histoire coloniale qui a quand même duré près d'un siècle. Ce n'est pas rien dans l'histoire de la Belgique. Quand on sait que la Belgique, c'est 175 ans d'histoire. Donc, bientôt, ce n'est pas rien, en fait, dans l'histoire de la Belgique. Et il faut d'emblée préciser quelque chose. En fait, ce n'est pas seulement si on enseigne cette histoire que ça va régler le problème. C'est d'abord comment on l'enseigne. C'est comment on l'enseigne, quel est le Mhm, contenu que l'on donne à cet enseignement. Et ça, c'est fondamental parce que comme les immigrations espagnoles, italiennes, euh, maghrébines, grecques, etc., la manière dont on prend en compte la présence des populations issus de l'immigration et leurs descendants. Parce que je rappelle que moi, je suis issu de l'immigration parce que je suis venu personnellement en étant adulte. Les enfants qui sont nés ici ne peuvent pas être considérés comme issus de l'immigration, mais ont des racines issues de l'immigration. Et donc, cette manière d'aborder la question à l'école est fondamentale dans la prise en compte et dans la construction identitaire des élèves, ce qui n'est pas assez fait aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on n'enseigne pas l'histoire coloniale, mais pour moi, il n'est pas assez enseigné et mhm, parfois il est mal enseigné. Et on a beaucoup de témoignages de jeunes encore aujourd'hui qui nous disent en arrivant à l'université ou en quittant l'école secondaire ou l'école primaire, je n'ai pas eu de cours sur l'histoire coloniale. mhm, Et au-delà de ça, il y a, peut-être qu'on en parlera, des initiatives au niveau politique, d'abord associatif. Il faut toujours, pour moi, rendre hommage aux associations parce que parfois, les médias mettent la lumière sur des initiatives politiques, ce qui est fort louable et je pense que Caroline Désir a pris, en tout cas,
a eu le courage de le dire, parce qu'aucun ministre ne l'avait encore dit. Néanmoins, je rappelle que ce sont les associations qui ont, depuis 2015, euh, mis la pression, notamment lorsque Marie-Martine Schins était ministre, pour que cela change. Mm. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation d'enseignement de cette histoire coloniale dans l'enseignement général. Cette obligation a été imposée uniquement dans le professionnel et dans le technique, ce qui pose quand même question Exactement, euh, oui. parce que les associations à l'époque et le collectif, quand je dirigeais le collectif, nous sommes fondus d'une lettre ouverte à Marie-Martine Schins en ne comprenant pas cette décision, parce que l'assignation identitaire, notamment à travers l'orientation scolaire, hein, Exactement, oui. on l'a perçu un peu comme ça. Les Noirs sont nombreux, les Afro-descendants sont nombreux en technique et en professionnel. C'est pourquoi on devrait commencer par là. Et on a ce même problème. Moi, j'ai fait des conseils de classe. On a ce même problème au niveau de l'orientation scolaire. Donc, le vrai problème, là, c'est que on ne perçoit pas encore l'histoire coloniale comme une histoire touchant toute la société, quelles que soient les origines. C'est l'histoire de la Belgique et de Mm. tous les Belges, de toutes et de tous les Belges, en fait. Mais Et donc là, justement, oui, vous parliez enfin, des initiatives hein, qui venaient essentiellement des associations. Moi, je voulais aussi vous poser une question sur qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui. Vous êtes parlementaire, donc vous êtes même donc, au cœur des décisions, en tout cas des réflexions qu'on peut poser sur ces questions-là. Qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place comme politique antiraciste dans les gouvernements et les parlements, notamment là où vous siégez? mais d'abord pour achever, c'est-à-dire sur la question de l'histoire coloniale, parce que nous pensons que c'est fondamental dans la mesure où le racisme tire une partie, pas toute son origine, mais une partie de ses origines de l'esclavage et de la colonisation. Et donc, le racisme, c'est un système qui a été conçu, qui a été conceptualisé à travers la hiérarchisation des êtres humains. Donc, nous pensons que si on ne va pas à la base des choses en enseignant l'histoire du racisme et des discriminations, d'où vient le racisme, euh, on ne réglera pas le problème au niveau des jeunes générations. Et Mhm. donc, nous estimons, nous pensons qu'il faut aller au-delà de l'enseignement, il faut former les enseignants sur la question du racisme. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous réclamons depuis très longtemps, nous écologistes, que la manière dont on forme en formation initiale et en formation continuée les enseignants sur la question du racisme n'est pas suffisante. Il faut renforcer la formation des enseignants. Ensuite, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, et c'est une proposition que moi je fais qui est essentielle. C'est la question de la mixité sociale. Vous savez, quand on parle de la mixité sociale dans les écoles, ça permet de lutter contre le racisme, mixité sociale et culturelle, mais pas n'importe comment. Euh, on a aujourd'hui un manque de mixité clair. On a des écoles où on a par exemple des fils d'ouvriers et des filles d'ouvriers à 90% qui sont issus de l'immigration et des écoles où on a des fils et des filles de bourgeois qui sont issus de milieux sociaux différents. Comment faire sortir ces enfants de leur milieu et les amener à combattre les stéréotypes, à les comprendre? C'est en faisant rencontrer ces deux mondes-là à travers ce que j'appelle des projets pédagogiques de long terme. Prenons un exemple, il y a des pièces de théâtre. Pourquoi est-ce que des enfants issus de milieux différents ne se rencontreraient pas et travailleraient sur une pièce de théâtre qui durerait 6 mois et avec un projet pédagogique qui l'accompagne? Mhm. C'est comme ça qu'on arrive à faire société parce qu'aujourd'hui, de manière tout à fait pragmatique, on ne va pas régler la question de la mixité sociale là demain. Et donc, même si on a des enfants issus de milieux sociaux différents qui travaillent dans la même classe, ils n'arriveront pas tout de suite à s'accommoder et à pouvoir travailler ensemble. Alors, pour répondre concrètement à votre question sur Mhm. ce que font les gouvernements, ben, je pense que le programme, moi je suis parlementaire bruxellois, le programme est de la fédération, le programme euh, bruxellois de cette majorité n'a jamais été aussi ambitieuse. C'est le programme, à mon sens, moi qui a été observateur avant d'entrer en politique,
le programme le plus ambitieux. L'un des traits caractéristiques de ce programme, de cet accord de majorité, c'est de mettre les victimes de racisme et de discrimination au cœur du dispositif. D'abord, par exemple, au niveau de l'emploi et du logement. On a commencé certaines choses, mais moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Au niveau du logement, euh, lors de la législature passée, il y a eu cette ordonnance bruxelloise de mettre en place les tests de discrimination, le testing. Ce travail a commencé, mais nous pensons, il y a une codification des lois antidiscrimination qui va être faite au niveau de la région bruxelloise, mais nous estimons qu'il faut doter les inspecteurs du logement de plus de moyens pour faire ces testings. Parce qu'aujourd'hui, on attend que les gens portent plainte. Mais nous voulons qu'on fasse comme à Gand, c'est-à-dire qu'on s'auto-saisisse, que les inspecteurs du logement s'auto-saisissent des cas de discrimination. Et en matière d'emploi, nous voulons aussi que ça aille plus loin. Par exemple, pour moi, en matière d'emploi, il y a eu cette actualité concernant le CV anonyme où le CV où une femme qui a un nom à consonance maghrébine change son nom. Donc, lorsqu'elle postule avec son vrai nom, elle n'est pas prise. Et lorsqu'elle postule avec un nom à consonance européenne, elle est prise en entretien. Et donc, pour nous, ça, ce sont des mécanismes pour lesquels nous estimons qu'il faut donner les moyens aux inspections de l'emploi du logement pour pouvoir faire du testing, pour pouvoir identifier les employeurs qui ne respectent pas les règles et qui discriminent, afin de pouvoir les sanctionner le cas échéant. À Gand, ça a produit des résultats. C'est-à-dire que l'université de Gand et la ville de Gand ont mené des opérations de testing, ce qui a fait chuter le nombre de discriminations, les chiffres de la discrimination au logement, notamment dans les quartiers UP où les personnes précarisées d'origine étrangère n'arrivent pas à trouver un logement. Donc ça, ce sont des choses concrètes qui sont mises en place et nous estimons, au-delà de la sensibilisation, parce que pour moi, l'erreur qui a été faite pendant de trop longues années, c'est d'individualiser la question du racisme. C'est de considérer que le racisme, c'est l'affaire d'un comportement individuel. Pour moi, le racisme, il est structurel. Parce qu'on ne Un peut pas racisme enseigner aux... d'État? Ce serait un racisme d'État Non, selon non, non, moi je ne vais pas jusque-là. C'est-à-dire un racisme d'État, cela veut dire que l'appareil d'État tout entier, l'appareil d'État tout entier fonctionne de manière raciste. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense qu'il y a des mécanismes structurels, c'est-à-dire qu'il y a des structures étatiques qui, par des individus, volontairement ou involontairement, ne fonctionnent pas bien au niveau du racisme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les mécanismes, il faut changer les procédures. On en a beaucoup parlé en ce qui concerne les violences policières. La police est une institution, c'est une structure. On ne peut pas enseigner aux enfants que la famille influence, socialise, l'école influence. Ce sont des structures, ce sont des institutions. Et qu'on vienne dire que la police, qui est une institution, ou que, je ne sais pas moi, toute une série de structures qui sont des institutions, n'influencent pas les gens qui y travaillent. Évidemment, même si vous n'êtes pas raciste et que vous avez des collègues qui ont des procédures, qui ont des mécanismes qu'ils appliquent tous les jours et qui sont des mécanismes racistes, vous finissez par vous socialiser, par, euh, par effet de socialisation, vous finissez par appliquer les mêmes actes. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a un problème structurel, y Ok. compris dans certains démembrements de l'État. Va- Oui. Le temps passe très On, vite, hein. Je vais oui, devoir vous couper parce on a beaucoup de questions à vous poser. oui. J'ai une question quand même parce que vous avez aussi beaucoup travaillé sur la décolonisation des espaces publics. Ça a été quand même là un de vos combats importants. Alors aujourd'hui, il y a un accord de gouvernement bruxellois, hein, enfin en 2019. Où en est le dossier aujourd'hui? Est-ce que il avance suffisamment vite pour vous ou pas? Alors que ce soit sur l'espace public ou sur l'enseignement, je pense que nous sommes à la deuxième étape. La première étape, non, la troisième. La première étape était celle de pouvoir inscrire pour la première fois dans l'histoire des entités fédérées en Belgique la question de la décolonisation dans les accords de majorité.
Et donc, grâce à des personnes comme Zakia Katabi, qui a été un soutien de tous les instants, même lorsque moi j'étais dans l'associatif, dans les accords de majorité, à Bruxelles et en fédération, on a obtenu des choses. Deuxième étape, c'est l'ancrage dans des textes législatifs, l'inscription, pardon, dans des textes législatifs de ce qui a été traduit dans les accords de majorité. Donc, résolution au Parlement bruxellois, mais aussi proposition de résolution qui va être débattue bientôt en fédération à l'Uni-Bruxelles sur l'enseignement, la culture et toute une série de thématiques. Nous sommes actuellement à la troisième étape et c'est celle qui est la plus dure. C'est-à-dire que moi, venant de l'associatif, j'ai les deux visions. Donc, j'ai été d'un côté, je suis de l'autre aujourd'hui. Et ce qui est le plus dur, c'est la matérialisation des décisions qui ont été prises, Mhm. l'application de ces décisions. Et donc, aujourd'hui, à Bruxelles, concrètement, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement. Ce groupe de travail doit s'appuyer sur la résolution qui a été votée, je le rappelle, à plus de 70, à plus de 80% du Parlement, hormis l'abstention de la NVA et d'Agora. Mais en gros, aujourd'hui, ce groupe de travail est chargé d'émettre des recommandations sur base de cette résolution pour la décolonisation de l'espace public. Cette résolution, elle donne déjà des pistes à ce groupe de travail et au gouvernement. Néanmoins, les communes n'ont pas attendu le gouvernement. Il faut dire que Mhm. dans toute une série de communes, grâce à des associations comme le collectif Mémoire coloniale et d'autres, il y a eu des initiatives comme à Etterbeek où des noms de femmes, donc pas seulement des noms de femmes issues de l'histoire coloniale, mais des noms de femmes comme Rosa Parks, des noms de femmes comme des femmes issues de la lutte contre la colonisation dans le Maghreb, en Afrique subsaharienne et dans d'autres parties du monde, ont été mis en miroir des noms des militaires qui ont commis toute une série d'actes de massacres au Congo, Mhm. par exemple, et qui ont pignon sur rue dans le quartier des casernes à Etterbeek. Ça, c'est une initiative concrète. À Ixelles, il y a le projet de rénovation du Square Lumumba. Donc, on a vu que la ville de Bruxelles a octroyé pour la première fois le nom de Lumumba à un square. Il y a le projet ixellois de rénover ce square-là et de lui donner une plus belle et une plus grande ampleur. À Charleroi, il y a un boulevard Lumumba. Donc, ce sont des exemples concrets que je vous donne. Là, récemment, on a, on a, on a donné le nom de certains immeubles à, à une femme politique ivoirienne, à une ancienne femme politique ivoirienne. Il y a cette initiative qui a été prise par Haut Tunnel Léopold II. Ce qui est notable, c'est que c'est Mira Adamou, qui, je le rappelle, est cette ancienne immigrée qui est morte étouffée lors d'un Mhm. rapatriement, est arrivée deuxième lors d'un sondage qui donnait la possibilité de changer le nom du tunnel Léopold II. Donc, c'est Annie Cordy qui l'a emporté, mais c'est beaucoup de gens quand même voté pour Semira Adamou, ce qui est assez notable. Cela veut dire que dans la population bruxelloise, il y a cette envie de diversifier l'espace public. Donc, voilà des choses concrètes qui ont déjà Mhm. commencé et nous attendons avec impatience les conclusions de ce groupe de travail Mhm. afin d'exercer notre rôle de contrôle parlementaire sur les promesses que le gouvernement a faites à ce niveau. Merci en tout cas à Calvin pour ce moment de partage. Peut-être encore une dernière question. Euh, Est-ce que le Lumbumba est une inspiration pour vous? Oh, c'est plus qu'une inspiration. Lumumba, c'est mon modèle politique. J'ai rencontré, si je puis m'exprimer ainsi, Lumumba à l'âge de 18 ans. Lumumba est un mythe en Afrique et dans le monde d'ailleurs. Et donc, Mm. moi, c'est le film de Raoul Peck, Lumumba, qui m'a fait entrer en connexion avec ce personnage, qui est un personnage charismatique, assez emblématique, et qui est finalement, et c'est pour ça que les associations l'ont choisi comme symbole de Mm. lutte pour la décolonisation de l'espace public, parce que en fait, Lumumba est le reflet de ce déni colonial dans lequel notre pays et ses institutions sont restés longtemps enfermés.
Et donc, les associations se sont dit, si nous arrivons à imposer le nom de Lumumba dans l'espace public, on aura ouvert une porte qui Mhm. donnera sur d'autres Exactement. choses. Et donc, pour terminer, je dirais que Lumumba a été vilipendé, il a été considéré, alors son nom de code dans la diplomatie belge, c'était Satan. Voilà, c'est comme ça que les diplomates l'appelaient C'est dans leur violent. télégramme. Et donc, euh, tous les journaux l'avaient vilipendé, l'establishment politique, économique l'avait vilipendé, alors que c'était un grand défenseur des droits humains, c'était un intellectuel, et c'était quelqu'un de très, très important parce que il a, et peut-être que vous le savez, les Congolais n'avaient pas le droit d'aller à l'université sous Mhm. le régime colonial belge, alors que dans le régime français, ce n'était pas le cas. Donc, c'est quelqu'un, c'est pour ça que je suis admiratif, c'est quelqu'un qui, par la force de conviction, par sa volonté, sa soif d'apprendre, s'est hissé au niveau des plus grands anticolonialistes, simplement parce il voulait sortir son peuple et l'Afrique de cette ignominie qui était la colonisation. Bien, Calvin, merci beaucoup. Avant de nous quitter, j'aimerais, moi, vous lire un petit extrait d'un texte. Alors, vous connaissez Claude Lévi-Strauss, hein, qui est un très grand Évidemment, évidemment. anthropologue, évidemment, et un ethnologue qui, malheureusement, nous a quittés il y a quelques années. Mais, Sur les euh, civilisations. c'est un homme qui a un regard très, très juste. Mais Mhm. je vais vous lire un petit passage. Il n'y a pas de réponse à apporter parce qu'on pourrait y passer 2 heures, hein, à Effectivement, effectivement. commenter, mais dans un discours qu'il a donné à l'UNESCO, c'était en 71, le fameux discours Race et culture, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Oui, il dit oui, ceci. évidemment. Alors après, on prend pas, voilà, ce sera un débat. Il dit ceci: la protection des particularismes identitaires d'une culture passe par une fermeture minimum de culture extérieure. Protéger son identité ne peut pas être assimilé à du racisme ou à de la xénophobie. C'est une constante humaine que de vouloir transmettre son identité à ses descendants. Alors, je sais que beaucoup de gens ne sont plus d'accord aujourd'hui avec cette pensée. Je crois qu'il faut savoir la prendre avec beaucoup d'humilité. L'être humain est complexe et en effet, on a envie de transmettre ce que nous sommes, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres. C'est la seule manière de pouvoir vivre ensemble aujourd'hui dans notre société moderne. Merci Calvin Suarez pour cet Merci entretien. à vous et bonne chance à diversité.be. Merci beaucoup. C'était très riche. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.